Votre programme avec les créateurs cuisinistes Cuisine Référence. Cuisine Référence. Bonjour à toutes et à tous, mais qu'est-ce que je suis ravie de vous retrouver. Nous sommes ravis de vous retrouver avec Émilie, Macleur et Héloïse pour un nouveau numéro d'Ensemble C'est mieux sur France 3 Centre Val de Loire. Et voici ce qu'on vous a préparé rien que pour vous aujourd'hui. Dans notre dossier du jour, on s'intéresse à notre intestin. Et oui, organe mal aimé dont il faut pourtant prendre grand soin au regard des dernières découvertes scientifiques qui le classent au rang de deuxième cerveau. Et puis, dans notre belle histoire, Bouge ton coq, un mouvement citoyen et solidaire dont la mission est de soutenir toutes les associations qui créent du lien et qui redonnent vie à nos jolis villages. Et enfin, avec le lycée hôtelier de l'Orléanais, nous apprendrons à composer un beau plateau de fromage de la région et à découper chacun d'eux, attention, dans les règles de l'art pour en finir avec le massacre d'une découpe fantaisiste et fatale. Ils sont fantaisistes, mais pas de fatalité avec eux. Bonjour Émilie. Bonjour Frédéric. Ça va bien ? Oui, très bien. Ça va pétiller ce matin ? Ah oui, on va se bouger. Hein. On va se bouger, absolument. Bonjour Maclor. Bonjour Frédéric. Oh, c'était mignon ce petit regard sur Émilie. Là, je l'ai gaulé. Hein. C'est vrai ? Mais oui, elle est belle. Belle. Ouais. Ah, merci, vous aussi, vous êtes belle. Oh. Trop belle. J'en connais une qui est trop belle, qui rayonne, c'est notre Héloïse Brusa, bien évidemment, qui est partie ce matin à Thro, dans le Loir-et-Cher, un petit village qui est pressenti pour le concours, le village préféré des Français. Alors bonjour ma chère Héloïse, à votre avis, est-ce que Thro pourrait gagner cette année ? Vous en pensez quoi ? Ah bah oui, il a de sérieux arguments à faire valoir ce petit village de Thro. Alors je ne sais pas si ça lui suffira pour devenir village préféré des Français. En tout cas, d'ici la fin de cette émission, il sera élu, j'en suis sûre, et certains villages préférés de toute l'équipe d'Ensemble C'est mieux, je m'y engage. Parce qu'on va vous le faire découvrir justement, ce petit village, cette petite cité de caractère, 300 habitants, 6 monuments historiques, 7 niveaux, une configuration un petit peu spécial, mais vous allez voir, il y a des trésors, des pépites à chaque étage de ce village, à commencer peut-être par sa grotte pétrifiante dans laquelle on va vous emmener tout à l'heure, et puis sa collégiale qu'on va vous faire découvrir aussi avec 2 guides de choc ce matin. Mais peut-être que le tout premier argument en faveur de Thro, c'est cette vue, non ? Qu'en pensez-vous ? Vallée du Loir, bienvenue à Thro. Elle est magnifique, franchement. Thro devrait gagner. Thro, c'est trop. Je suis sûre que c'est le slogan d'ailleurs que le petit village a trouvé. En tout cas, on est ravis de soutenir ce joli village de notre région Centre Val de Loire. Et on va retrouver Héloïse pour vous le présenter tout au long de cette émission. Mais tout de suite, eh bien, dans notre dossier du jour, on va s'intéresser à un truc là, qui est là au-dessous, vous ne voyez pas, c'est l'intestin, mais aussi à sa flore microbienne, à son système nerveux qui serait, entre autres choses, les maillons phares de notre santé, communiquant en permanence, et oui, avec notre cerveau. On en parle avec Maclor. Il y a plus de 200 millions de neurones dans l'intestin. Ces neurones aident à la digestion, mais également à la motricité. Et ils peuvent aussi envoyer des signaux au cerveau via des neurotransmetteurs. On en apprend un peu plus ce matin sur cette particularité encore trop peu connue. Oh, j'avais la peur au ventre. Ah, ça, c'est ton deuxième cerveau qui a parlé. Depuis la sortie en 2014 du best-seller Le charme discret de l'intestin, vendu à 5,5 millions d'exemplaires dont 1,2 million en France, plus personne n'ignore que notre intestin agit comme un deuxième cerveau. Et oui, notre tube digestif qui mesure 8 mètres de long renferme pas moins de 200 millions de neurones. Autant que dans le cerveau d'un chat ou d'un chien. Un véritable système nerveux autonome. Et 80% de ces cellules nerveuses sont chargées de transmettre des informations au cerveau. Les scientifiques ont découvert que notre cerveau entérique, celui du ventre, produit 95% de la sérotonine, un neurotransmetteur qui participe à la gestion de nos émotions. On savait que ce que l'on ressentait pouvait agir sur notre système digestif. On découvre que l'inverse est vrai aussi. Notre deuxième cerveau joue avec nos émotions. Stress, fatigue, angoisse, tristesse, joie et autres humeurs trouvent leurs racines aussi dans notre intestin. D'où l'importance de soigner son alimentation et s'assurer une bonne digestion pour bichonner notre microbiote, c'est-à-dire notre flore intestinale.
Bien manger, oui, mais attention, avec plaisir, car sinon, l'effet risque d'être négatif. Ok, vous avez bien digéré toutes ces infos ? Et oui, aussi surprenant que cela puisse paraître, il existe un grand nombre de neurones dans notre tube digestif. Alors d'un point de vue de l'évolution du corps humain, on peut imaginer que les premiers neurones ont vu le jour au sein de l'intestin, ce qui fait un peu du tube digestif, eh bien le cerveau originel. On se pose tout de suite la question de la manifestation physique de notre humeur à travers notre ventre, et c'est Lys qui nous y aide. J'ai remarqué depuis quelques temps que lors de mes journées d'examen ou quelques jours avant, mes humeurs passaient beaucoup par mon ventre. Je vivais des choses, des ballonnements que j'arrivais pas forcément à contrôler. Puis, à contrario, quand je vis des choses très joyeuses ou quand je suis très heureuse, j'ai ce qu'on appelle des petits papillons dans le ventre. Donc je me posais la question si ce que je vivais à l'intérieur était forcément lié à mon cerveau ou si c'était quelque chose qui était propre à certaines personnes. Et oui, Lys, on sait désormais que l'axe intestin-cerveau joue un rôle clé dans la somatisation de nos émotions au niveau du ventre. Voilà qui explique pourquoi, quand vous êtes anxieuse, vous avez la sensation d'avoir une boule au ventre ou l'estomac noué qui gargouille. Et c'est vrai que le stress peut jouer, Maclure, sur cet organe, bien évidemment. Effectivement, il peut même aggraver ou initier certaines pathologies digestives. Le syndrome du côlon irritable, la maladie inflammatoire chronique de l'intestin. Sachez également, Lys, que les probiotiques pourraient aussi améliorer l'humeur et les pensées, un bénéfice apprécié par des tests et observé chez des personnes en bonne santé après une supplémentation d'1 mois. D'ailleurs, Frédéric, vous m'expliquez que vous le faisiez et que ça marchait très bien. Oui, absolument. Prébiotiques ou probiotiques peuvent rétablir assez rapidement une flore intestinale un petit peu mieux, ce qui est normal, le stress, l'alimentation, le tabac, etc. Voilà, donc une petite cure. Et ça fait du bien. Alors, 200 millions de neurones dans l'intestin. Waouh, il est super intelligent, cet intestin. À quoi ils servent, finalement, ces petits neurones, Maclure ? Eh bien, leur fonction première est de réguler les fonctions digestives, c'est-à-dire l'absorption et le transport des aliments. Et on C'est sait... la fonction principale. Oui, c'est ça, mais il y en a plein. Merci mon ami, parce que j'avais pas compris, je suis un peu blonde ce matin, c'est ça. On sait également que les neurones de notre tube digestif peuvent être capables d'influencer notre cerveau. Des messages sont reliés entre les deux organes, c'est ça ? Exact, en particulier en modulant nos émotions, et ils peuvent même participer au développement de certaines maladies, comme les maladies du nouveau-né, l'autisme, ou alors participer au développement de maladies neurodégénératives comme la maladie d'Alzheimer. Écoutez la question de Morgane, toute jeune maman. Bonjour, je m'appelle Morgane. J'ai entendu parler que certains aliments pouvaient influencer notre humeur. Et étant donné que j'ai un petit bébé, et par exemple s'il mange du sucre, est-ce qu'il peut être plus joyeux ou excité ? Morgane, tout commence avant même notre naissance puisque le cerveau se construit durant la grossesse et l'alimentation de la mère durant cette période sera donc primordiale au bon développement du cerveau du fœtus et ainsi du bébé à naître. La vitamine primordiale de la grossesse, selon vous ? Je ne sais pas. Moi non plus. Eh bien, la vitamine dont une femme a vraiment besoin, c'est la vitamine B9. Une carence de cette vitamine a été associée à des malformations. La vitamine B9 peut être retrouvée en quantité dans les légumes verts à feuilles comme la laitue, les endives, le chou ou encore le poireau. Tout ce qui est vert, et ça c'est pratique. La nature, elle est bien faite. Voilà, il faut manger du vert pour obtenir de la B9. Et pour le sucre, voilà, chère amie, chère téléspectatrice. Oui, c'est pour ça qu'on a arrêté de donner du sucre aux tout petits parce que ça les excite énormément. C'est une drogue, le sucre, en fait. Voilà, donc voilà, il faut faire très très attention. On va revenir à nos petits moutons, si vous voulez bien, ou nos petits neurones, nos 200 millions, ils sont très très nombreux. C'est une grosse bergerie. Interaction possible entre le cerveau du haut, le cerveau du bas. Eh bien, ces interactions, elles sont très étroites. Elles ont coévolué ensemble, sachant que la première fonction nécessaire à la survie de tous les organismes, c'est la nutrition. Il y a donc bien évidemment une connexion très étroite entre les neurones du tube digestif et ceux du cerveau, c'est-à-dire que les structures qui régulent l'anxiété, la mémorisation, la prise alimentaire sont en lien direct avec notre tube digestif. Donc, quand le tube digestif ne fonctionne pas bien, on peut donc développer
des troubles du comportement ou parfois des troubles de l'humeur. Eh oui, voilà, et ça, on ne le savait pas. Merci beaucoup, mon cher Maclure, de nous avoir enseigné tout cela. Vous qui avez toujours faim, ça veut dire que vous êtes super intelligent, en fait, c'est ça, qu'il y a une communication, mais de dingue. Ah, une étude a été menée Sur et vous-même, elle hein. révèle que c'est mon intelligence suprême, en partie liée à ça, Frédéric. Eh bien, je suis Je rigole. ravie Je rigole. de le savoir. Merci, Maclure. Tout de suite, des petits numéros de téléphone, des petits mails, des petits Facebook pour nous contacter, témoigner, poser des questions, des suggestions. D'abord par mail à l'adresse cvdl@ensemblec'estmieux.fr, sur notre page Facebook Ensemble c'est mieux avec France 3 et par téléphone au 0805 383 383. Si Maclure a fini son goûter, c'est lui qui vous répondra. Et tout de suite, direction trop c'est trop, bien sûr, dans le Loir-et-Cher. Vous savez, ce petit village, eh bien, voilà, il est pressenti pour représenter le village de la région Centre-Val-de-Loire dans l'émission de notre copain Stéphane Bern. Et on va retrouver tout de suite Héloïse. Oh bah dites donc, ma chère, je vois que vous êtes bien entourée. Apparemment, ce sont les meilleurs guides possibles pour visiter ce petit village, c'est ça ? Oui, c'est vrai que je suis hyper gâtée ce matin. J'ai 2 ambassadeurs de choc avec moi comme guide. Je vous présente Alain et Patrick. Merci beaucoup d'être avec moi ce matin. Je suis très contente de découvrir votre village. Et je suis sûre que vous êtes hyper fiers déjà qu'ils soient sélectionnés pour représenter la région, non, dans cette émission ? T'es très très fier, oui, bien sûr. Oui. C'est une bonne surprise pour nous, oui. Surtout que dans le Loir-et-Cher, c'est pas toujours à Trot qu'on pense en premier finalement quand on parle d'un site touristique incontournable. Et pourtant, il y a de sérieux atouts ici. Oui, parce que nous on est dans le nord du département. On n'est pas. C'est vrai que dans le sud, on va parler de Chambord, de Beauval. Mais nous, on est un tout petit village et il y a énormément à découvrir et tout. On est troglodytique et tout. Et oui, c'est très très à découvrir. Ouais, il y a plein d'atouts à faire découvrir. Vous le disiez, c'est un village particulier, troglo, ok, avec une configuration un peu surprenante quand même, non ? Oui, parce que ici, si vous voulez, nous sommes sur une butte. Ouais. Donc on a différents niveaux, à peu près 7 niveaux d'habitation troglo, en décalé, et avec un point de vue assez intéressant. Et cette fameuse butte qu'on va peut-être découvrir tout à l'heure. Oui, alors c'est quoi son intérêt au départ en fait ? Pourquoi elle est créée ? Pourquoi elle est encore là aujourd'hui ? Alors, donc au départ, défensif, c'est une butte artificielle qui a été créée de façon à pouvoir installer une structure pour surveiller les environs et permettre aux soldats de pouvoir défendre la commune. Oui, c'est ça, c'est votre château fort, quoi. Voilà, c'est ça, c'est ça. Le lieu-dit s'appelle le château ici. En plus, voilà. Bah comme quoi, donc, j'étais pas très loin. C'est ça. Derrière nous, on a une superbe collégiale. Oui. Ça aussi, c'est un sacré atout ici à Trot. Son histoire, son emplacement, bien sûr. C'est quoi ? C'est le résultat de quoi cet endroit ? Cette collégiale a été bâtie vers 1049 par Geoffroy Martel, qui était le comte de Vendôme, d'Anjou et du Maine. Et ensuite, elle a été remaniée plusieurs fois, notamment au XIIe siècle, de style gothique angevin, lorsque les Plantagenets ont envahi le secteur. Et la particularité, c'est qu'au XIIe siècle, elle a été donc rebâtie avec les pierres du sous-sol de Trot. Oui, donc du tuffeau. Du tuffeau. D'excellente qualité, Exactement, évidemment. la preuve. Ce qui se fait de mieux dans le coin, bien sûr. Ce monument-là aussi, qui est, je dirais, un classique de nos villages, le monument aux morts, et mais finalement, lui aussi, il a du caractère, lui aussi, il a une particularité. On le doit à qui, ce monument, Alain ? À Antoine Bourdelle. Ouais. Alors, vous me dites, Antoine Bourdelle, tout le monde connaît, il est super connu. C'est qui, Antoine Bourdelle ? Antoine Bourdelle, c'est un sculpteur qui était contemporain de Rodin, qui a été élève de Rodin. Et nous sommes très fiers de ce monument aux morts parce qu'il a une particularité, c'est qu'il est en pierre de Chauvigny, un département de la Vienne. Pas de tuffeau d'ici, là, voilà, pour le coup. Qui a la particularité de durcir en vieillissant. Et vous voyez la clarté qu'il a. Il n'a jamais été nettoyé. Il y en a plein d'autres, des atouts qui sont disséminés un petit peu à chaque niveau de ce village. Il y a 6 monuments classés aux monuments historiques ici, tout à fait, oui. Entre autres choses, évidemment. Oui. Il y a quoi d'autre ici ? En plus des monuments historiques, vous avez les points de vue, les différents chemins qui serpentent le village, avec
des défilements d'habitations Troglo avec les petits jardins intimistes qui sont devant. C'est vraiment un charme tout à fait particulier. Oui, et Trot, finalement, ça se découvre à pied, avec de bonnes cuisses bien entraînées, n'est-ce pas, pour grimper, redescendre. Voilà, ça dépend si vous commencez d'en haut ou d'en bas, mais le petit conseil est de commencer d'en haut. Mais après, il faut remonter. Mais après, dans tous les cas, il faudra remonter, effectivement. Je vous remercie, c'était une belle introduction, il me semble. Et bien justement, tous ces petits chemins qui parcourent Trot, on va s'embarquer là-dedans et surtout, on va vous faire découvrir ce qui fait l'une des grandes particularités de ce village de Trot, ce sont ces habitations troglodytes. On a rendez-vous avec vous dans quelques instants à la cave Yucca, tout un programme. Yucca, dites donc, Trot, Yucca, il y a des noms trop sympas dans ce petit coin de la région Centre-Val de Loire. Restez avec nous jusqu'à la fin de l'émission parce qu'on va casser la croûte avec le lycée hôtelier de l'Orléanais qui vient nous présenter des fromages de la région. On va se régaler. J'adore le fromage. C'est vrai ? Pour ça que ça intéresse. D'accord, ok, super, on est bien content. Voilà. Du coup, on va passer à la belle histoire d'Émilie. Émilie qui adore le fromage aussi, on adore tous le fromage, mais que de la région. Et puis, vous savez ce qu'on adore surtout, c'est être chauvin. Mais alors, c'est totalement assumé. Mais alors là, c'est un cocorico très fier et justifié, car on se bouge le coq en région Centre-Val de Loire. Oui, bouge ton coq, c'est une opération qui va réactiver la dynamique de nos campagnes. Parce que oui, on a quasi tous l'envie d'aller vivre au milieu d'une prairie. Sauf que la famille Ingalls, elle avait tout à proximité, une école, un médecin, des commerces. Un super papa aussi, Ouais, Charles. Un super papa, un super chien, tout ça. Sauf que sur nos territoires ruraux, bien désertés quand même, il ne reste plus grand-chose et que s'y installer n'est pas si évident aujourd'hui. Allez, traite de plaisanterie. Cette initiative a un joli champ d'action. Ceux et celles qui le portent croient ferme à l'avenir de nos villages. Et c'est l'une d'entre eux, une convaincue, une berrichonne, une fille de viticulteur, responsable du mouvement Bouge ton coq dans notre région Centre-Val de Loire, qui va défendre ce point de vue aujourd'hui. Adélaïde de Choulot, bonjour. Bonjour Adélaïde, soyez la bienvenue. Merci. Quelle est l'ambition générale, la philosophie de Bouge ton coq ? On a défini 3 ambitions à partir d'un constat. Le constat que vous-même avez peut-être fait, ceux qui nous regardent, c'est que pendant des années, les politiques publiques ont été orientées vers les villes, les agglomérations, les métropoles, et que nos villages ont été délaissés. Alors qu'il y a des milliers de Français, des citoyens, des élus, des chefs d'entreprise qui se battent au quotidien, qui portent des projets magnifiques, mais qui manquent cruellement de financement. Donc Bouge ton coq, c'est 3 ambitions. La première, c'est de financer des projets d'intérêt général dans la ruralité. La deuxième ambition, c'est de faire ensemble, donc ça colle avec votre émission, c'est-à-dire de réunir citoyens, entreprises, pouvoirs publics autour d'une même cause qu'est la ruralité et préparer l'avenir. Et la troisième ambition de Bouge ton coq, c'est que Bouge ton coq devienne un réflexe français, devienne en quelque sorte la nouvelle opération piège jaune, mais pour la ruralité. Alors je vais me faire l'avocate du diable. Pourquoi fonder autant d'espoir, justement, puisque le constat est posé et que nos territoires ruraux sont désertés ? Comment on peut imaginer l'avenir dans justement les territoires ? Mais on va y revenir, attendez. Les gens des villes, on étouffe dans les villes, on est malheureux. Les gens vont revenir, ça va être un exode citadin pour aller urbain, pour aller, je l'espère en tout cas, repeupler nos très très jolis villages. Et il y a plein d'initiatives en région Centre-Val de Loire. Tout à fait. Il y a une étude de famille rurale qui a été faite qui montre que 80% des Français pensent que vivre à la campagne est un idéal. Plus d'un Français sur 2 vit dans une commune de moins de 10 000 habitants. Donc évidemment, dans nos villages, c'est la désertification médicale, c'est la fermeture des commerces, c'est difficile de trouver un emploi. Mais on est convaincus, et il y a une ruée vers le vert qui existe actuellement, et donc il faut financer pour cela toutes les associations qui portent des projets qui répondent à toutes les attentes et les besoins des Français qui veulent revenir chez nous. Être attractif finalement, c'est ça. Exactement. Bouge ton coq, c'est un mouvement qui est né en 2013. Il y a eu plusieurs étapes, l'idée de financer évidemment, mais alors au milieu en 2015, étape cruciale, tout le monde s'est rassemblé. Qui et de quoi a-t-on parlé ? Qu'est-ce qu'on a échangé à ce moment-là ? Les fondateurs de Bouge ton coq sont Christophe et Emmanuel Brochot, deux Auvergnats d'origine, qui ont eu envie donc de servir cette cause commune. Ils se sont dit, il n'existe malheureusement pas en France de visage à la ruralité. En France, il existe des fonds de dotation, que ce soit pour lutter contre certaines maladies, aider des pays en voie de développement, mais la ruralité, il n'existe rien. On traverse aujourd'hui un village, on voit une devanture fermée, on est embêté, on est sensible, on aimerait pouvoir participer, mais on ne sait pas où. Donc ils ont réuni au Conseil économique, social et environnemental en 2015, élus, maires ruraux, citoyens, associations, chefs d'entreprise, qui participaient tous de leur côté
à cette dynamique-là, mais pas ensemble. Et donc le constat qui est sorti de là en 2015, c'est de se dire il manque un endroit unique pour réunir toutes ces forces vives. Toutes les forces individuelles et qui fassent qu'on soit une force efficace. C'est une initiative nationale qui a rejailli sur le régional, c'est ça l'idée? Tout à fait. Le mouvement a été lancé en janvier 2019. Ouais. Donc l'objectif de Bouge ton coq, c'est de collecter au niveau national sur une plateforme qui réunit citoyens, entreprises, collectivités. Là, on parle de la plateforme, parce bien que sûr. l'idée au général, c'est 2013. Exactement. Oui, absolument. Et on redistribue au local. Moi, mon rôle en région Centre, c'est de relayer Bouge ton coq dans nos départements, auprès des élus, auprès des entreprises et auprès des citoyens. Et alors, depuis que la plateforme de financement a été créée, il y a quand même 150 000, alors ça a peut-être grandi ces chiffres-là depuis, 150 000 euros récoltés pour financer 25 projets. Ça représente 6 000 euros par projet, quand même. Ça, c'est assez joli. Et à savoir que le premier département à réagir à cette initiative, c'est nous. C'est nous. Et oui, le Cher. Ah, cocorico. Joli on quand est trop même. contents. On est très réactifs dans la région de toute façon, je n'en doutais pas. Pas mal, hein? On a eu un accueil très favorable. On a rencontré tous les présidents de département, un à un. Donc Michel Autissier, le président du département du Cher, est le premier à avoir décidé de soutenir. Mais Nicolas Perruchot, dans le Loir-et-Cher, est très sensible aussi. Le slogan du Loir-et-Cher, d'ailleurs, c'est chic, rural et connecté. Donc j'ai envie de dire que Bouge ton coq correspond parfaitement. Dans l'esprit. Wow. Exactement. Oui, parce qu'il y a 2 projets, hein, c'est ça, en région Centre-Val-de-Loire. Hein, c'est ça, donc dans le Oui, Cher. on en reparlera après, mais juste, je voudrais qu'on mette... Non, mais c'est vrai. Je le garde pour la fin. Mais je me suis pris un vent, là. Respectons la chronologie. On tease, on garde pour la fin. Tout à l'heure, on va vous parler des 2 projets de la région Centre qui sont soutenus. Mais pour l'instant, si vous avez une idée, ou que vous connaissez quelqu'un qui a une idée, ben non, mais c'est vrai, et vous ne savez pas quoi en faire, bien sûr, vous savez comment réactiver votre village, mais vous n'avez pas les sous-sous. C'est vrai. Et alors, comment on dépose le projet si on a envie d'être C'est financé? très simple. On va sur bougetoncoq.fr. Il faut d'abord donner 2 euros par mois. C'est le. Ça va. Exactement, Oui, la c'est condition minimum. On va donc sur bougetoncoq.fr, Mmh. l'onglet déposer un projet. On remplit le petit cahier des charges, mais qui est très simplifié. Derrière, il y a un comité qui valide que votre projet est éligible. Il y a 9 thématiques qu'on couvre, que ce soit les circuits courts, des associations de producteurs, que ce soit le médical, la mobilité pour les personnes âgées. Par exemple, on aide une association qui veut permettre à des personnes âgées de pouvoir aller faire des courses, donc ils ont besoin d'un véhicule. On va aider le culturel, le patrimonial. Des rénovations de patrimoine aussi. Exactement. Des créations de potagers collectifs. ou de poulaillers, cocorico. La création d'une librairie. Oui, exactement. merci. Voilà, absolument. Vous avez fait quelque chose là-dessus, d'ailleurs, dans un Et dossier. ici. Et bien justement, moi je voudrais savoir si on a le temps de parler du bar truck et de l'action Accorpaille. Enfin, si Émilie me l'autorise. Hein. Je peux Maintenant. Alors, en région Centre, on a aujourd'hui 3 projets. On a Sébastien Cherrier, le bar truck, qui est basé dans le département du Cher. On connaît. On est fan. Qui est formidable avec Véronique, sa femme. Ils vont donc de village en village, là où il n'y a pas de bistrot, pour recréer de la vie. Ils ont besoin aujourd'hui d'un nouveau camion pour répondre à toutes les demandes. Donc Bouge ton coq va les aider à financer. On a Accorpaille, qui est ils ont pour projet de créer une usine de stockage et de transformation de la paille pour en faire en fait des unités d'isolation pour le bâtiment. Pour le bâtiment. Et donc ça va permettre de dégager du revenu pour les agriculteurs. Donc il faut venir sur bougetoncoq.fr pour mettre des projets et aussi pour donner et les financer. Alors, si vos valises sont prêtes pour aller vous installer dans un charmant village, si elles sont pleines d'idées, vos valises, et pourquoi pas pleines de billets, parce que c'est de ça aussi dont on a besoin, et bien pour aider nos villages à se réveiller, vous allez directement sur le site internet bougetoncoq.fr. Merci beaucoup, Émilie. Merci, Adélaïde de Chelot. Vous êtes une merveilleuse ambassadrice de Bouge. Je vous remercie. Mais vraiment, et pas que jolie, super. parce que ce serait vraiment un mauvais compliment. Vous êtes brillante, intéressante et vous nous passionnez sur le sujet. Merci pour votre Bravo, invitation. et on va tous bouger notre petit coq grâce à vous. Et tout de suite, faites bien le petit coq, hein, Maclor, ça vous va très bien. On voit que c'est le seul pas si garçon. le coq fait ça, mais Bon, mais vous le faites, c'est parfait. Nous, on va aller à Traux, dans le Loir-et-Cher, retrouver Héloïse, toujours avec ce village qui pourrait être le village préféré des Français dans quelques temps. Il était question d'une certaine cave nommée Yuka. Alors ? On ne pouvait pas vous emmener à Traux sans vous faire visiter, évidemment, une habitation troglo. Traux, c'est troglodyte ou pas ? Oui, absolument. Ouais. Traux, l'origine du mot traux, c'est trou au départ. Et lorsque le lieu a été envahi par les Anglais, ils ont rebaptisé à la manière de leur langue, donc trou avec 2 O. True. Et ensuite, on a rajouté un accent circonflexe. On ne sait pas exactement pourquoi, mais toujours est-il qu'il y a maintenant un accent circonflexe sur le premier O. Et il y a toujours des habitants dans les trous Absolument. qui parcourent le tuffeau un petit peu partout. Oui, on a à peu près une cinquantaine de personnes qui vivent régulièrement
dans les troglos. Alors, qu'est-ce qu'on montre ici quand on vient visiter? Alors, 2 habitations à l'origine. D'accord. Qui a été réinstallée en une seule habitation. Et une famille vivait ici, donc les parents et 6 enfants. D'accord. Ils vivaient à 8. À 8 ici. Dans un troglo. Oui. Ok. Salle à manger, j'imagine, ici? Salle à manger avec la cheminée et le petit four à pain. D'accord. Donc, on peut faire des feux dans les troglos? Oui. Ouais. C'est même recommandé parce que la température d'un troglo est assez basse, mais constante, environ 14 degrés. Et le fait d'avoir une cheminée permet de faire à manger, de réchauffer, et l'été aussi d'avoir un système d'aspiration d'air naturel. Ok. Je vous propose de passer... Alors, j'imagine que ça, c'est la chambre des enfants, a priori. Oui. C'est ça? Voilà. C'est super, on peut se projeter. Alors certes, c'est une autre époque, mais on peut quand même se projeter et on peut quand même s'imaginer qu'il y a encore des gens aujourd'hui qui vivent ici, en fait, qui vivent dans des troglos. Tout à fait, oui. Ouais. Qu'est-ce qu'on remarque quand on vit dans un troglo? Qu'est-ce qui change? Comment on vit dans un troglo, en fait? Alors, l'intérêt, c'est d'avoir une température constante et d'être complètement protégé du monde extérieur. Ouais. Mais celui-ci, il est particulier parce que je vois qu'il y a quand même plein d'entrées de lumière. Voilà, alors il est vraiment exceptionnel puisqu'il a été construit, enfin cette partie-là, en tout cas, a été construite en suivant le profil de la falaise de Tuffeau, ce qui a permis de mettre des fenêtres et d'avoir une fenêtre sur l'est, sur le sud et sur l'ouest. À partir de quel moment, on continue la visite quand même, à partir de quel moment est-ce qu'on est venu se réfugier, vivre comme ça dans le Tuffeau? Alors, qui le fait et pourquoi au départ? Alors au départ, bon, bien sûr, c'est dès l'Antiquité, comme dans plusieurs régions de France où il y avait ce genre d'habitat, mais principalement au Moyen-Âge. Au Moyen-Âge, on a profité de toutes ces cavités pour pouvoir creuser davantage et puis pouvoir s'installer de façon plus ou moins intéressante. Mais c'était bien sûr les personnes qui étaient pauvres qui habitaient dans ces cavités. D'accord, parce que ça faisait finalement une maison déjà construite dans laquelle il n'y avait plus qu'à aller s'installer, en quelque sorte. Simplement. Ok. Je pense à la famille à 8, là, dites donc, nous à 3, on est un peu serré. Il fallait un ordre de passage. Alors allez-y, je vous donne la priorité, justement. On termine dans cette chambre, c'est pareil. On le disait, là, on a une vue, effectivement, on est côté Loire, finalement. Et on a cette chambre ici. C'est incroyable, non? Enfin, vous, ça doit vous paraître hyper commun, mais c'est incroyable, non? Oui, parce que pour nous, c'est habituel, parce que on a tellement d'habitations troglos, mais c'est vrai que pour les gens qui ne connaissent pas ce genre d'habitation, c'est surprenant. Se dire qu'on vit sous terre, sous la roche, et puis il n'y a aucune crainte, c'est solide. Il n'y a pas de bestioles qui... C'est ça, contrairement à ce que les gens pensent. C'est pas humide, c'est pas... Non. On peut y vivre sereinement, et on peut y vivre de façon plus moderne que ça, mais j'avoue que ici, le charme de l'ancien, ça me plaît pas mal aussi. Merci beaucoup à tous les deux. On s'est gardé le meilleur pour la fin, je crois bien. Et du coup, on vous emmène. On va changer d'étage là aussi. Et on vous retrouve dans un petit instant. Avec grand plaisir. Mais qu'est-ce que c'est joli, ces habitations troglodytes. On espère qu'il va gagner ce petit village de trop. Et nous, pendant ce temps, on va rejoindre une autre habitation, pas troglodyte, mais trop sympa. C'est celle des experts où Lélia, l'amie des enfants, nous attend pour apprendre à faire jouer la comédie avec des trucs là, vous savez, les trucs que les enfants, les marionnettes, voilà, c'est ça. Allez, tout de suite, les experts. Bonjour. Alors bonjour, moi c'est Thomas. Moi c'est Caroline. Moi c'est Charlotte. Oui. Et nous sommes venus voir Lélia pour apprendre à jouer la comédie avec des marionnettes. N'est-ce pas? C'est ça, Charlotte? Oui. Bonjour Thomas, bonjour Caroline, bonjour Charlotte. Bonjour Lélia. Aujourd'hui, je vous propose une activité créative qui va nous permettre de passer de la réalité à l'imagination. On va jouer la comédie avec des marionnettes. Oui. On y va. Aujourd'hui, pour réaliser nos marionnettes, on va récupérer des vieilles cuillères en bois de cuisine. Et on va commencer par les peindre en utilisant du ruban de masquage pour délimiter les zones que l'on souhaite peindre. Et on y va. C'est parti. On suit le bois, Charlotte, tu suis le bois. Toujours dans le sens des nœuds. Ouais.
maintenant, il n'y a plus qu'à attendre que ça sèche. Et en attendant, on passe à l'étape numéro 2. Pour la deuxième étape de la création de nos marionnettes, on va utiliser de la feutrine, de la laine, des pompons, du papier cartonné pour créer les déguisements et les costumes de nos marionnettes. Tu voulais faire une princesse, Charlotte, c'est ça? Tu veux quoi comme couleur pour faire ta princesse? Rose. Oui, rose. Donc rose. Super. Après, je peux l'emmener chez moi. Ah bah oui, bien sûr. Regardez ma Et voilà, on a terminé nos marionnettes. À 4-5 ans, les enfants adorent utiliser les marionnettes pour se raconter des histoires. Ils travaillent leur créativité, mais c'est aussi une activité super parce qu'on travaille la concentration. Il y a un exercice manuel dans la fabrication. Hein, et là, on va travailler le langage aussi. Et les émotions, les situations. Les émotions, la colère, la joie, la tristesse. Allez, on se met sous la table. On se met sous la table. Je suis le bouffon du roi. Vous vous appelez Rose parce que vous aimez le rose, je suppose. Oui, c'est parce que moi je suis rose, c'est pas normal. On résume. Pour jouer la comédie avec des marionnettes. Peignez une cuillère en bois en utilisant du ruban de masquage pour délimiter les zones que vous souhaitez peindre. Puis, laissez sécher. Utilisez de la décoration feutrine, laine, pompons ou papier cartonné pour déguiser votre marionnette. Jouez avec vos marionnettes. Elles serviront à développer la motricité de vos enfants, leur imagination et la reconnaissance des émotions. Et voilà, une activité toute simple à réaliser en famille. Elles sont très jolies, ces petites marionnettes. Allez, tout de suite, direction Traux, notre village préféré en tout cas. Et avec Héloïse, pour son dernier duplex, on va savoir si elle a, si elle a atteint le 7e ciel ou plutôt la terre ferme. Oups! Bah oui, ça y est, on atteint le dernier étage, mais à l'envers. Hein. On est au rez-de-chaussée finalement. Et on est ici pour vous présenter la petite pépite de ce village de Traux, un lieu très particulier auquel je suis sûre vous êtes tous les deux très attachés. C'est quoi ce lieu? Il est important pour vous, cette grotte pétrifiante? Oui, bien sûr qu'elle est importante parce que c'est là où on fait l'accueil des personnes et on leur explique un peu le village. Et avant, on vient découvrir ici, et comme ça, on découvre un peu l'histoire. Et après, on va voir sur place. L'histoire de ce lieu, c'est quoi, justement? Alors, ici, c'est vraiment le site le touristique le plus ancien du village. Ouais. Donc, en 1860, il était déjà ouvert. Il y avait un couple qui avait acheté cette grotte et qui faisait payer les entrées pour faire visiter ce lieu où quelques gouttes tombent régulièrement. Ouais. Et je pense que vous aimeriez visiter cet endroit. J'aimerais beaucoup. Alors, je vous passe devant et puis on y va. Je les entends tomber, effectivement, ces gouttes. Et du coup, je me dis qu'à mon avis, ici, passer entre les gouttes, ça ne doit pas être une mince affaire parce que ça a l'air de bien tomber. Oui. On est d'accord, non? C'est la petite plaisanterie de tout le monde qui nous disent on devrait vendre des parapluies. Voilà, j'imagine que ça fait partie de l'expérience quand même de se prendre quelques gouttes sur le coin du nez. En tout cas, ça nous permet vraiment de réaliser ce qui se passe ici. C'est quoi ce phénomène? Pourquoi ici? Pourquoi pas à côté? Alors en fait, ici, vous avez une convergence de plusieurs sources qui arrivent du haut de la butte. On ne connaît pas exactement quel est le passage à travers la roche, mais en tout cas, elle se charge de calcite et arriver à déboucher dans l'air, quoi. Elle provoque ces concrétions intéressantes, quoi. Alors, ça tombe de là-haut, enfin, il y a des stalactites avec de l'eau qui dégouline. Il y a les parois qui sont, elles aussi... on pourrait croire du marbre. C'est vrai, c'est assez fascinant. Ce lieu, c'est 100% naturel. 100% naturel. D'accord. Et alors, j'imagine que vous avez posé... Alors, c'est vous qui les avez posés, ces objets? C'est pour voir justement le travail de l'eau dessus? Ici, en tout cas, lorsque ce bénitier ou ces fonds baptismaux ont été descendus de l'ancienne église primitive, qui était à un niveau supérieur, elle a été installée ici en 1860, précisément à cet endroit, parce que c'est là que l'eau coule le plus. Bah oui, clairement. Et on peut s'apercevoir que depuis cette époque,
le calcaire s'est incrusté et a pris une forme absolument incroyable, quoi. Et il y en a plein d'autres, des petits objets disséminés un petit peu partout. Et même cet ange-là, vous me disiez, là pour le coup, c'est vous qui l'avez installé? C'est des touristes de passage. Ouais. Et normalement, ils reviennent tous les ans et ça fait 2 ans qu'il a été posé. Et à l'origine, il est tout doré et tout. Et là, on voit qu'il est déjà tout recouvert. Sachant que c'est un travail qui met beaucoup de temps finalement, pétrifier un objet. C'est quoi on a une idée du temps qu'il faut? Par exemple, au niveau des petits stalactites que vous avez là-haut, eh bien, on considère que, d'après les spécialistes, il faut à peu près 100 ans pour faire 1 cm de longueur. Incroyable. Donc ça veut vraiment dire qu'ici, c'est là depuis très longtemps et que l'eau continue de faire son œuvre en quelque sorte, quoi. Voilà. Ouais. Encore et encore. Et au sol, là, vous pouvez apercevoir des points blancs. Ouais. Ce sont les futurs stalagmites. Donc si on repasse dans quelques centaines d'années, on pourra avoir des débuts de stalagmites. Ouais, j'ai bien peur qu'on ne soit plus là pour le voir, à mon avis. Merci beaucoup. Il y a effectivement cette première partie et la seconde qui a été creusée, qui mérite aussi un petit peu de s'y déplacer. Mais ce que je vous encourage à faire, c'est de venir tout simplement visiter ce charmant village. Et avant les beaux jours, avant de vous déplacer jusqu'ici, vous savez ce qu'il vous reste à faire, hein, Frédéric? Qu'est-ce qu'il reste à faire? Bien sûr qu'on sait ce qu'il reste à faire. Il faut voter pour soutenir le joli village de Trot. Comment faire? Eh bien, 2 possibilités, soit par SMS au 3245 ou sur la page Facebook Village Préféré. Il y a 14 communes en compétition. Le résultat sera donné fin juin lors d'une émission sur France 3 présentée par notre grand ami Stéphane Bern, qu'on salue et qu'on embrasse d'ailleurs. Pour info, l'an dernier, vous savez qui a gagné? Eh bien, c'est la Normandie avec Saint-Vaast-la-Hougue. On est très heureux pour eux. Mais cette année, on aimerait bien que ce soit la région Centre-Val de Loire, d'autant plus qu'on peut voter plusieurs fois. Donc, on compte sur vous, le Facebook de Village Préféré. Voilà, merci ma chère Héloïse. À très très bientôt pour de nouvelles pépites dans la région. Et on va rester avec des pépites de la région, à savoir les fromages, le Sainte-Maure de Touraine, l'Olivet poivré, le Valençay ou encore le Petit Trot, tiens, pour faire un petit clin d'œil. La région regorge de délicieux fromage que le lycée hôtelier de l'Orléanais nous propose de présenter et de découper. Et pour cette merveilleuse découpe de fromage, nous avons la chance d'avoir en plateau Guillaume Sornig, professeur au lycée hôtelier de l'Orléanais à Olivet. Bonjour Guillaume. Bonjour à tous. On est ravis de vous retrouver. Merci. Et vous êtes venu avec Kitry Berger. Bonjour Kitry. Bonjour. Très content de vous voir. Petit côté Ali McBeal. Est-ce qu'on peut faire un gros plan sur Kitry? Voilà, mais Ali McBeal jeune, hein, on est d'accord. Voilà. Alors Kitry, elle a 15 ans et elle est en seconde bac techno. Exactement. C'est ça. Ouais. Et donc vous apprenez en seconde bac techno, entre autres, à découper, présenter le fromage. Exactement. Ouais, c'est ça. Et vous y connaissez, j'imagine, en lait, par exemple, si voilà, chèvre, brebis, vache, vous savez faire la différence aussi? Oui, c'est vrai qu'on apprend ça vers le milieu d'année, je crois, en seconde. Ouais. Je suis pas encore très calée, mais ça va. Ça va aller? Oui. Bon, alors vous êtes venu avec plusieurs fromages, 3 fromages. Oui. On va commencer par un fromage, excusez-nous. Allez, on est sorti. Excusez-nous, et vous pouvez me regarder dans les yeux? Un fromage qui n'est pas, non, ils veulent pas, bon, c'est pas grave, qui n'est pas de la région, mais promis. Ah, vous êtes là. Les 2 autres seront bien de la région. Osso-Iraty, pourquoi, Guillaume, avoir choisi ce fromage? Alors, dans la région, on a principalement des fromages de chèvre. On a sur place, sur Olivet, un fromage au lait de vache. On a des fromages de brebis, mais je voulais plutôt une pâte dure, en pâte pressée, cuite ou non cuite. Et du coup, je suis allé chercher l'Osso-Iraty, dans le sud de la France. Basque, on salue nos copains basques. Ensemble, c'est mieux de toute façon et dans toute la France. Allez, on y va. On commence la découpe, ma chère Kitry, de notre Osso-Iraty. Et c'est vrai que l'Osso-Iraty, en général, on le mange avec une petite confiture de cerise. Bon, là, on va peut-être partir sur autre chose. On est sur une confiture de cerise. Eh ben voilà. Alors, traditionnellement, c'est une cerise noire, normalement. Oui. Là, on a pris une cerise griotte. D'accord. C'est vrai qu'on ne sait jamais comment découper le fromage. Là, pour le coup, on va prendre... Alors déjà, on découpe avec 2 couteaux, c'est ça, Guillaume? Oui. Et pas couteau-fourchette, hein? Non, pour éviter de piquer, de laisser des traces de fourchette à chaque fois dans les fromages. On est bien d'accord. Alors... Oh, Kitry, qu'est-ce que vous faites là? Alors là, j'effectue un trou dans le fromage pour mettre de la confiture à la fin avec un emporte-pièce. Wow. Mais c'est vrai qu'on n'a pas forcément un emporte-pièce chez nous, donc à mon avis, on peut faire ça avec une cuillère toute simple.
Oui, c'est ça, ou tout autre petit ustensile qui permettrait de faire un petit trou. On a tous à la maison aussi un vide vide-pomme. Exactement. Ça peut marcher aussi. D'accord. Et donc, vous allez mettre le fromage, vous allez mettre la confiture dans le petit trou du fromage, c'est ça l'idée? Exactement. C'est super joli, super idée. C'est super joli, c'est mignon. Ouais, belle présentation. Alors, on fait ça. Et puis après, on va aller sur quel autre fromage? Peut-être sur, tiens, l'olivet poivré que je ne connais pas. Vous pouvez nous en parler pendant qu'Itri s'occupe de l'osso errati? Alors, l'olivet poivré qui ressemble beaucoup à son cousin, le camembert de Normandie. Ah oui. Donc, qui n'est pas une AOP, mais qui est régionale. Donc, lait de vache, donc pâte molle, à croûte fleurie. Croûte fleurie, ça veut dire quoi? Alors, croûte fleurie, en fait, c'est que au moment de la fabrication de ces types de fromages, on rajoute du Penicillium candidum, qui est un petit champignon qui va se développer, en fait, qui va permettre ce petit duvet blanc. Dans les fromages. On retrouve sur le chaours aussi. Exactement. Et donc, vous sembliez dire qu'il est assez cousin, voisin du camembert de Normandie, avec ce petit côté affiné un peu, voilà, qui a du goût, qui a un petit peu d'odeur. Comment vous allez le présenter, l'olivet classique poivré? Classiquement, on le découpe en triangle, un petit triangle comme ça. Une portion. D'accord, ok. Et maintenant, on va passer au Sainte-Maure de Touraine, parce qu'il nous reste très peu de temps et j'aimerais vraiment que nos amis téléspectateurs puissent voir ce que vous avez fait. Le Sainte-Maure, c'est un fromage, bien sûr, emblématique de la région Centre-Val de Loire. Il est classé AOP comme 5 autres fromages. AOP, ça veut dire appellation d'origine protégée, mais aussi AOC, logiquement, c'est ça? Oui, contrôlé, on le sait. Donc celui-ci, on l'a recouvert de moutarde d'Orléans, Martin Pourret. Qu'on connaît bien, Donc sans en mettre trop. Et puis ensuite, on a roulé le Sainte-Maure et sa moutarde dans de la noisette. De la noisette concassée, broyée, c'est ça? Concassée ou moulue, celle-ci est moulue. Juste une question, à chaque fois on pense à la salade pour accompagner le fromage. Est-ce qu'on peut penser à d'autres accompagnements? D'autres accompagnements. La salade, c'est vrai que c'est le plus classique. On peut penser aux fruits. Alors ici, on l'a accompagné de noix, de raisins secs. On peut aussi rajouter des pommes, des figues. Les figues marchent beaucoup avec les pâtes persillées, le roquefort, les bleus. On peut avoir la poire aussi. Le raisin aussi, bien évidemment, sec ou frais. Voilà. Toutes sortes de choses, les petites marmelades, les petites confitures, même les chutneys, on voit. C'est ça en ce moment se développer. Chutney, donc expliquez-nous ce que c'est un chutney. Alors chutney, c'est un mélange vinaigre, fruits. C'est ça. Une confiture un petit peu épicée. Un peu comme vous pourrez avoir les compotes d'oignons. Eh bien voilà. Alors j'espère que nos amis téléspectateurs peuvent voir cette très jolie assiette de fromage que Kitri a réalisée pour nous en direct avec de l'osso errati, avec de l'olivet poivré et bien sûr notre Sainte-Maure de Touraine panée à la petite poudre de noisette. Ça nous met l'eau à la bouche. C'est bientôt le déjeuner, les amis. Inspirez-vous de tout ça. Merci beaucoup Kitri, merci beaucoup Guillaume. La bise en ce moment non, les coudes à tous les copains du lycée hôtelier de l'Orléanais. Merci d'être venu. On vous retrouvera très prochainement, bien évidemment. Merci Émilie, merci Maclor. Merci Frédéric. C'était chouette, hein? Ouais, c'était bien. Ouais, je vous fais les coudes aussi. Bisous. Allez, voilà, c'est parti. Bisous. On vous souhaite une très bonne journée sur France 3 Centre Val de Loire. Dans quelques instants, votre JT. Qu'est-ce qu'on vous souhaite? Du soleil dans votre cœur et puis un joli petit plateau de fromage. Et à très bientôt. Au revoir.